à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Nos invités, ils sont deux ce matin, on va parler du code du travail, notamment de la formation de nos différents délégués, notamment de FO. C'est Fernando qui est avec nous avec Elanziz. Messieurs, j'avais envie de dire bonjour. Bonjour. Dites-le en portugais. Bon dia. Ouais, j'ai pas besoin d'en dire plus. Elanziz, bonjour. Oui, bonjour Patrick. GG. Njema. Messieurs, plaisanterie à part, c'est un moment important en ce moment puisqu'il y a une formation qui est en cours du côté de FO pour nos différents délégués. Pourquoi ? Il y a le code du travail, ce fameux code du travail. Donc, est-ce que en 2-3 jours, on a le temps nécessaire pour absorber les 200 pages du projet de loi code du travail qui arrive, Fernando ? En 2 jours, non, c'est pratiquement... Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué, c'est pratiquement mission impossible. Mais on va se donner le temps nécessaire de façon à faire les choses convenablement. Mais en ce qui concerne la formation qui est diligentée encore là en ce moment, comme sur les 3 années précédentes, ça ne change rien. Je veux dire, on reste sur les bases du Code du travail. Et effectivement, par rapport aux nouvelles lois qui sont sorties, que ce soit la loi Rebsamen, la loi Macron et maintenant sur le Code du travail, on a prévu de se voir de façon à remettre tout à jour fin août avec tout le staff de formateurs en métropole. Elanziz, c'est important d'être formé à ce qui arrive et notamment ce fameux code du travail parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de redémarrer à zéro là. Ben écoutez Patrick, la formation qu'on fait, c'est la formation de militants. Ouais. On forme nos militants de Force ouvrière. Donc s'agissant du code du travail, ça viendra. On fera d'autres formations pour complémentaires en tout cas. Ouais. Voilà, complémentaires. Peut-être l'État aussi participera, on n'en sait rien. Mais en tout cas, nous, à Force ouvrière, on a la détermination de pouvoir construire le rapport de force avec des délégués, des militants qui connaissent ils savent de quoi parler en fait, c'est ça. Qui connaissent le terrain, qui connaissent la législation, qui savent c'est quoi les partenaires sociaux, c'est quoi le dialogue social, pourquoi il faut construire le rapport de force. Moi je vous le dis, quand ça marche pas, quand il n'y a pas de dialogue social, comme c'est le cas Mayotte, il faut construire le rapport de force. Il est nécessaire dans le département. Donc aujourd'hui, je ne peux pas envoyer à la casse-pipe comme ça des délégués qui vont... formation. Voilà, sans formation, rien du tout. Vous imaginez, ils vont faire n'importe quoi. Mais à Force ouvrière, nous sommes un syndicat libre et indépendant, donc nous comptons sur notre indépendance et sur notre liberté syndicale, et ça passe par ces formations-là. Donc ces formations-là, à mon sens, ça va nous aider à construire un dialogue social constructif. Donc sans cette formation-là, on aura des délégués qui sont la proie, ils sont les cibles des employeurs qui ne demandent que ça. Dire avoir des délégués qui sont naïfs et tout ça, qui ne savent pas quoi faire, pour les virer à la moindre occasion. Donc nous, à Force ouvrière, moi, j'étais ici il y a 2 ans. Je l'ai promis. J'ai dit que les délégués Force ouvrière seront formés. Les élus Force ouvrière. Une promesse de campagne. Voilà. Les élus, tous les élus Force ouvrière seront formés. Il ne faut pas qu'on ait peur de 2011, le spectre de 2011, quoi les délégués sont corrompus, les délégués quelque part ne servent pas l'intérêt général. Moi, je dis non. Il n'y a pas de fatalité. À Force ouvrière, nous sommes là pour l'intérêt général. Nous sommes un syndicat libre indépendant et nous comptons beaucoup sur nos délégués syndicaux qui sont là pour défendre les intérêts des salariés et qui sont là aussi pour faire gagner le département qui devait normalement être dans le droit commun, chose qu'aujourd'hui on n'est pas dans les comptes. On va y revenir sur cette formation, mais il y a une autre formation, Fernando, c'est le côté historique de FO et le principe même du syndicalisme qui, pour beaucoup, un syndicaliste, c'est un gars, à Mayotte je parle, c'est un gars qui va mettre un tronc d'arbre au milieu de la route. C'est pas que ça. C'est un gars qui met un arbre au milieu de la route. Ah non, le syndicalisme, c'est pas ça. Alain Ziz vient de le dire très justement. On est là, nous, au niveau de la formation, pour leur apporter des bases et puis les moyens de façon à pouvoir demain avoir un dialogue social. En l'occurrence, là, la semaine vient de se terminer. La semaine dernière, j'ai fait une formation. Ils étaient une quarantaine, ça fait beaucoup de monde. C'est une formation sur la négociation.
entre autres. Là, je rattaque cette semaine effectivement une négociation sur la découverte, ce qui veut dire aussi sur l'historique du mouvement syndical et social. C'est important de revenir là-dessus, sur l'historique de ce mouvement. Oui, parce que pour savoir où on va, il faut qu'on sache d'où on vient. Ça, Ouais. c'est une base. Et donc, on va aussi je vais leur apporter ces informations sur... Donnez-moi une différence fondamentale, et alors, là par contre je vais apprendre un truc certainement, une différence fondamentale entre votre syndicat FO et un autre syndicat comme la CGT. Parce qu'on s'y perd. Il y a beaucoup d'intersyndicales en ce moment. C'est vrai, Elanziz, il y a beaucoup d'intersyndicales et donc tous les syndicats sont ensemble. Donc on se dit, bon ben, les syndicats c'est l'intersyndical. Il y a des différences. C'est quoi la différence entre FO et CGT par exemple? Alors, sachez que on s'appelle la CGT Force Ouvrière. La CGT Force Ouvrière, tout simplement, il y a eu au sein de cette organisation syndicale, lorsqu'elle a été créée, il y a eu 3 scissions, et ce sont des scissions qui sont venues du côté de la politique. Entre autres, la CGT, à l'époque, était une CGT qui avait un parti politique. Dans le micro, Fernando. Dans un parti politique qui était plutôt côté communiste. Oui. Bon, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, on n'est plus sur ces réserves-là. Mais encore une fois, nous, on est géré par la charte d'Amiens, c'est-à-dire libre indépendant, comme on le dit assez souvent. C'est-à-dire qu'on n'a aucune emprise, aucun parti politique n'a d'emprise sur nous. Donc c'est pour ça que Quand même bien à gauche. Clairement. Vous m'apprenez ça alors, c'est bien. Patrick, merci de me donner cette information. Mais vous savez, je suis militant depuis l'âge de 18 ans, j'en ai un peu plus aujourd'hui. Ouais. Et je crois jamais avoir entendu dire qu'on était de gauche, de droite. Ouais. On est libre indépendant. D'accord. Surtout. Elanziz, se former aujourd'hui au Code du travail, est-ce que ça veut dire qu'on se prépare à des combats déjà ? C'est-à-dire des revendications, on va en parler tout à l'heure avec Fernando, mais en métropole, dans les semaines, voire les jours qui viennent, il va y avoir des grosses actions menées par FO. Est-ce que ça va être le cas également pour la rentrée ? Ben écoutez Patrick, moi je suis même pas sûr qu'en le 1er janvier 2018 on aura le vrai code du travail. Ah oui. Parce que vous savez très bien que l'amendement Aboubacar, cet amendement il est un peu scélérate. Parce que je l'ai lu. Cet amendement prévoit de permettre au gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance en vue d'adapter ce code du travail-là. Mais pourquoi adapter Ça veut dire déjà on sait qu'il va être adapté. Non, mais pourquoi adapter par voie d'ordonnance alors que la loi, la Constitution prévoit que quand il y a un domaine législatif, en l'occurrence l'application de la partie législative du Code, un simple décret en Conseil d'État peut valablement adapter le code quant à la spécificité départementale de Mayotte. Mais pourquoi cet engouement-là, cette fixation? Comment vous l'expliquez? Pourquoi d'après vous? Ça change quoi au bout du compte? Ça change quoi? Ça permet de pouvoir attaquer en substance ce code du travail-là et priver les Mahorais de l'effet bénéfique de ce code-là. Donc aujourd'hui, vous savez très bien... Déjà, quand ils ont dans la tête, effectivement, de mettre en place des spécificités. Je n'en sais rien, je n'en sais rien, mais toujours alors, qu'est-ce qui vous inquiète? Toujours est-il, c'est qu'on permet au gouvernement de se comporter comme le législateur. Ouais. Alors que vous savez très bien que la loi ne peut être changée que par la loi. Donc aujourd'hui, on va permettre... Une ordonnance au Conseil des ministres, c'est jouable. Une ordonnance, c'est une disposition, c'est une législation, c'est la loi. Ça a une valeur législative. Exact. Voilà. Donc, le domaine de la législation, c'est un domaine qui relève du Parlement, mais pas du gouvernement. Ouais. Donc, légiférer par voie d'ordonnance, c'est une situation exceptionnelle. Donc, aujourd'hui, nous rentrons dans un socle commun, le Code du travail. Donc, les adaptations nécessaires, à mon sens, ne peuvent être faites que par un décret en Conseil d'État. Si on change la donne, c'est qu'on veut une situation exceptionnelle, donc c'est le cas qu'ils ont proposé. Ils vont légiférer par voie d'ordonnance pour permettre au gouvernement de changer ce code du travail et d'avoir une application différenciée. Fernando, vous venez souvent à Mayotte maintenant, plusieurs fois sur ce plateau, vous connaissez cette île parfaitement. On est département depuis 4 ans, 5 ans. Est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps pour mettre en place un code du travail tel que celui-là? Est-ce que le mettre du jour au lendemain, l'appliquer du jour au lendemain, j'allais dire les transformations, les changements d'habitude ne risquent pas d'être trop violents?
Oui, il y a toujours un risque. Dans la précipitation, on ne fait jamais les choses convenablement. On le sait, c'est pas nouveau. Simplement, je pense qu'il faut là-dessus qu'il y ait un dialogue social aussi par rapport à la mise en place de ce code du travail. C'est vrai que le 1er janvier 2018, c'est demain. Ça laisse pas beaucoup de temps. Ça laisse pas beaucoup de temps à mettre en place un code du travail convenable pour les Mahorais. Encore une fois, on est bien dans quelque chose d'un peu spécifique ici à Mayotte, effectivement. Et il faut adapter aussi le code du travail, je veux dire, aux Mahorais en fonction de leurs habitudes, de leurs traditions, ainsi de suite. Et aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ça se fera en 2018, que ce soit fait. Honnêtement. Il fallait, selon vous, absolument modifier la loi du travail, le fameux code du travail, et le faire voter, l'imposer au travers du 49.3. C'était nécessaire ? Nécessaire, je pense que c'était pas nécessaire parce que passer par le 49.3 c'est toujours pareil. On dit que la France est un pays démocratique et qu'on impose quelque chose à la démocratie. C'est dans la Constitution, Fernando. Oui, ils ont le droit. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il faut le ressortir. On a le droit de sortir tout faire. On a le droit de tout faire, mais simplement, il ne faut pas oublier que la majorité de la population française, que ce soit même les organisations syndicales majoritaires, parce qu'on parle d'un syndicat, je nommerai pas, mais CGT, Force ouvrière et 50 organisations syndicales représentent quand même la majorité au niveau national concernant l'opposition à ce nouveau code. On n'a pas voulu les écouter, il n'y a pas eu de dialogue et on a passé en force. C'est pas la première fois que le gouvernement passe quelque chose en force. Je ne dis pas que ce n'est pas la Constitution, mais quand on a la population qui est opposée à quelque chose et qu'on fait ça en force, je suis désolé. Je ne peux pas appeler ça de la démocratie. Ouais, mais il y a le Parlement qui est là pour ça, il y a les sénateurs qui sont là aussi pour ça, et il y a les motions de censure qui sont là pour ça, c'est encore un système qui permet de contrer certaines de choses. Même ça, c'est passé. Oui, c'est passé. Donc on est dans la loi. Oui, on est dans la loi, mais encore une fois, on impose quelque chose à la population sur laquelle elle n'est pas d'accord. C'est ça qui me gêne. Je pense qu'on aurait pu faire quelque chose s'il y aurait eu un peu plus d'échanges. Alors ça, c'est sur la forme, Fernando, mais sur le fond, est-ce qu'il faut le changer ? Est-ce qu'il faut le réformer, ce code du travail ? Il y avait besoin de dépoussiérer, je dirais, mais après, je pense qu'il aurait fallu échanger parce qu'aujourd'hui on va se retrouver avec des nouveaux textes de loi qui sont scélérats par rapport aux salariés. On dit toujours qu'on a fait ça pour les salariés. On n'en est pas convaincu à Force ouvrière et on le verra par le temps et malheureusement j'espère me tromper. Pour conclure, Elanziz, beaucoup en métropole expliquent que ce code du travail va favoriser les chefs d'entreprise aux dépens de certains salariés et pourtant il est mis en place par un gouvernement dit de gauche. C'est ça, Elanziz. Bah ouais, mais écoutez, Patrick, là vous posez une question avec sa réponse et tout ça. Non, pas forcément, parce que si effectivement c'est le cas, vous avez le droit d'avoir votre avis là-dessus. C'est ce que certaines personnes disent en métropole. Vous, avec votre regard ici sur Mayotte, est-ce que vous avez le même sentiment ? Moi, j'ai le sentiment que la loi travail ne va pas servir les intérêts des salariés. Donc ça c'est clair. L'inversion de la hiérarchie des normes, ça ne plaide pas en faveur des salariés. Quand on dit que les accords de branche, ça sert à rien et qu'il va falloir que l'entreprise décide comme le tout-puissant seigneur. Là, on en revient au contrat moyenâgeux, de louage de service. Donc ça, c'est contre-productif. C'est pas pour servir les intérêts des salariés. Donc moi, à la limite, là, cette loi du travail, elle est là pour en fait favoriser le grand patronat et favoriser aussi dans un contexte que vous allez voir dans les prochains jours, il y aura la lutte des classes. Les salariés ne vont pas se laisser faire, même si c'est même si c'est légal cette loi-là, mais il y aura la résistance des salariés de la classe ouvrière parce que dans la lutte de classe, il ne faut pas se laisser faire, il faut continuer à lutter. C'est ce qu'on fait à Force ouvrière, c'est que tous les autres syndicats vont faire. Tous les syndicats qui se disent républicains, ils vont le faire. Pour conclure, Fernando, c'est terminé le temps de parole. Pour ceux qui partent de Mayotte en métropole pour passer des vacances, ils vont prendre l'autoroute pour aller en vacances. J'ai ouï dire qu'ils risquaient d'avoir quelques petits soucis, vous confirmez ou pas ?
Oui, il y a un appel qui a été fait par les organisations syndicales pour continuer le combat, même pendant les vacances, juillet-août, et il n'est pas exclu, je dis bien il n'est pas exclu, que pour partir en vacances, on paiera peut-être moins cher de l'autoroute. Voire gratuit. Surtout si les barrières sont ouvertes. C'est possible. Merci beaucoup Fernando, merci également à Elanziz d'être venu sur ce plateau et de nous avoir éclairé sur ces formations qui sont diligentées actuellement sur le code du travail. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.